Bonjour Monsieur Cerise, nous sommes très contents de vous recevoir pour cet entretien. Pour cette invitation. Et bon, comme je vous l'avais indiqué, la première question tourne autour de qui vous êtes, de façon à vous faire connaître auprès des gens qui ne vous connaissent pas encore, et qui doivent être d'ailleurs très peu nombreux, puisque vous êtes maintenant quand même très connus dans tout ce monde, les gens qui veulent un peu de changement dans notre pays. Heureusement que je ne suis pas si connu que ça, parce que bon, voilà, quand on voit comment tournent les célébrités en général qui tombent dans l'addiction à diverses drogues, il vaut mieux préserver une forme d'anonymat. Oui, alors je me suis fait connaître il y a maintenant une dizaine d'années sur la question de l'ingénierie sociale, qui est mon domaine de spécialité, on peut dire ça comme ça. Je travaille sur cette question depuis une vingtaine d'années. Après une formation universitaire en philosophie et en communication, je fais un DEA en sciences de l'information et de la communication à l'université de Paris 8. En fait, au fil des années, j'ai continué mes recherches à titre personnel, c'est-à-dire qu'en fait, je suis chercheur indépendant, c'est un peu le terme c'est-à-dire que j'ai pas besoin de faire carrière avec ce que j'écris. J'ai un emploi par ailleurs, qui est effectivement dans la recherche, mais je ne suis pas chercheur. Voilà. Donc ça me permet effectivement donc sur mon temps libre de continuer des recherches pour là pour le coup c'est vraiment une question d'intérêt personnel et effectivement c'est pas c'est pas financé quoi. Alors la question de l'ingénierie sociale, c'est un millefeuille parce qu'il y a plusieurs définitions. Après 20 ans d'études de la question, je propose comme définition que l'ingénierie sociale, c'est la transformation furtive des sujets sociaux, individus ou groupes. Ça a des applications dans le domaine du piratage informatique, où là, on va plutôt cibler des individus, mais des individus qui souvent appartiennent à des organisations. Et puis sinon, dans le domaine de la politique ou de la géopolitique, ça a des applications évidemment sur la question du contrôle des masses, du contrôle des foules, de la psychologie des foules. Notamment ça a des applications par exemple dans toutes les questions de transitologie, ça c'est le terme utilisé par les anglo-américains pour parler des opérations de changement de régime, ce qui est une façon édulcorée de parler des coups d'État. Et autres révolutions colorées. Disons que c'est la portée pratique de l'ingénierie sociale. C'est ça. Et donc ça tourne autour de la fabrique du consentement aussi. Donc de la communication. C'est ça, voilà. Et ça a beaucoup à voir évidemment avec la cybernétique, qui est vraiment la matrice intellectuelle, la matrice théorique de toutes ces disciplines qui tournent autour aussi de la sécurité des systèmes, du management, du marketing, aussi des disciplines comme les syndyniques, c'est-à-dire en fait la doctrine, la théorie et la pratique du risque, de la théorie du risque. Toutes ces questions-là en fait sont assez proches, ce sont des disciplines sœurs, et l'ingénierie sociale est un peu au carrefour de toutes ces questions-là. C'est comme ça que je peux présenter mon domaine d'expertise. En tout cas, ça donne un éclairage déjà sur la question. La deuxième question, nous en avions déjà parlé, c'est quel est votre point de vue sur ce qu'on appelle la démocratie directe et une de ces manifestations, référendum, d'initiative populaire ou citoyen, suivant la personne qui l'emploie. Alors, il y a plusieurs définitions, ou du moins il y a plusieurs domaines d'application. Moi je rencontre souvent des gens un petit peu utopistes qui aimeraient bien revenir finalement aux sociétés traditionnelles. Ils sont souvent un petit peu sous l'influence du mythe du bon sauvage. Ils aimeraient bien finalement, mais c'est humain et c'est légitime, en fait, reprendre le contrôle de leur existence de A à Z. Et donc la démocratie directe devient un slogan pour ces gens-là, c'est pour se plaindre de la démocratie représentative, c'est-à-dire en fait du système représentatif, où il y a une délégation du pouvoir. Et donc là, à ce niveau-là, dans ce domaine
pourrait dire dans ce registre-là, la démocratie directe devient une revendication un petit peu anarchiste, pour échapper à tous les mécanismes de délégation du pouvoir que l'on connaît dans les sociétés de masse. Le problème, c'est que ce n'est applicable, la démocratie directe, c'est-à-dire dans sa définition complète, n'est applicable que dans des petites communautés. Il y a des sociologues ou des anthropologues qui se sont penchés sur la question. En gros, en moyenne, au-delà d'une communauté de 300 individus, on est quasiment obligé d'entrer dans les phénomènes de délégation, dans les phénomènes de représentation. Mais bon, voilà, là on voit les constantes anthropologiques de l'espèce humaine. Peut-être que nous sommes faits, en tant qu'Homo sapiens ou néandertaliens, pour vivre dans des communautés de 300 personnes en moyenne. C'est peut-être comme ça qu'on a vécu le plus longtemps dans l'histoire de l'humanité, et les sociétés de masse, les sociétés urbaines, c'est-à-dire l'exode rural et la montée, le fait d'aller en ville, dans des agglomérations de plusieurs millions d'habitants, finalement c'est très récent. C'est pas quelque chose... Oui, c'est le XXe siècle. Oui. En gros, oui, voilà. Puisque, par exemple, à son apogée, la capitale de l'Empire romain, Rome, comptait 1 million d'habitants. À l'époque, c'était colossal. Il faut se représenter. Il y a 2000 ans, à peu près, une ville de 1 million d'habitants. Avec toutes les infrastructures qu'il fallait, qu'il fallait développer. Donc voilà, bon, et là, en fait, on n'a pas beaucoup évolué, en termes en fait de capacité de créer des cités avec une démographie, finalement, ça reste assez comparable. Donc c'est en ce sens que effectivement le besoin de démocratie directe, c'est-à-dire le besoin finalement d'indépendance, le besoin d'autonomie, le besoin d'être maître de son existence, c'est-à-dire la souveraineté, le besoin de souveraineté est parfaitement légitime, c'est inscrit dans nos gènes, et donc ça s'appelle la démocratie directe pour beaucoup de gens. Et on a vu ces revendications s'exprimer au moment des Gilets jaunes, avec le RIC par exemple. Et donc, donc ça c'est une définition possible, et un champ d'application possible de ce concept de démocratie directe. Mais bon, on voit bien toutes les limites, parce que le problème de ça, c'est que il faut cultiver des toutes petites communautés. 300 personnes aujourd'hui, c'est tout petit. En Chine, les grandes villes en Europe, c'est 10 millions d'habitants, c'est Londres, c'est Paris. Mais 10 millions d'habitants en Chine, c'est quasiment, c'est provincial. N'importe quelle ville fait 10 millions d'habitants en Chine. Bon, aller parler de démocratie directe en Chine ou en Inde, qui possède aussi une population, je crois même en fait encore plus importante que la population chinoise, ça devient compliqué. Alors l'Inde est encore très rurale, donc on va dire oui, mais c'est possible justement dans ce contexte-là. Mais voilà, mais le problème après, c'est ça, c'est que le pouvoir s'exerce en ville. C'est comme ça. Et de toutes les structures du pouvoir modernes s'exercent en ville. Donc avec évidemment les contraintes que ça suppose et les désagréments et l'éloignement en fait du pouvoir. Ça c'est incontestable. Avec la possibilité de corruption, évidemment, puisque dans l'espace entre l'individu et le délégué, le représentant, justement, il y a en fait la possibilité de déformer le message, de déformer la volonté du peuple, et de le réinterpréter de telle façon à ce que ça arrange. Et avec possibilité que cette réinterprétation soit elle-même sponsorisée pour aller dans le sens du grand capital plutôt que dans le sens de la vox populi. Donc alors il faut quand même assumer cette condition moderne des grandes villes, de l'existence en mégapole. Oui, d'urbanité. Voilà, et il faut l'assumer et faire un deuil relatif de ce rapport au pouvoir direct, de cette démocratie directe. Je dis bien deuil relatif, parce que effectivement, on peut encore l'assumer, on peut encore le pratiquer concrètement dans les petites communautés, mais les petites communautés rurales sont elles-mêmes dépendantes des gros centres de pouvoir qui eux sont en ville. Vous voyez toute cette dialectique qu'il faut réussir à penser, parce que sinon
on descend dans la rue en braillant, avec un gilet jaune, et on se prend des tirs de LBD dans la tronche, et on rentre à l'hôpital, et on part à l'hôpital ou en détention provisoire, enfin en gaz, et puis c'est tout, puis voilà, puis le résultat est nul et non avenu, quoi. Donc en fait, voilà, donc il faut savoir que cette notion de démocratie directe a encore un sens, et de fait, avec par exemple les référendums, alors on donne toujours l'exemple de la Suisse, je le connais mal, hein, mais bon, il paraît que ça marche plus ou moins. En même temps, c'est pas la panacée non plus, hein, le référendum, parce que si les gens sont bêtes, hein, tout simplement, ils votent, en fait, ils votent mal, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire que si on leur pose une bonne question, mais que l'opinion publique est traumatisée par exemple, une pandémie dans les médias, et qu'on leur demande est-ce que vous voulez rester enfermés à la maison, les gens vont dire oui, nous votons, nous répondons à ce référendum pour rester enfermés, cloîtrés à la maison. Et donc là, on voit qu'il y a la question de l'opinion publique, hein, qui précède la question, hein, de l'outil politique, d'exercice du pouvoir. C'est-à-dire que il faut jamais oublier ça, hein. C'est-à-dire qu'en fait, le pouvoir suprême dans je sais pas quoi, dans la finance ou je ne sais où, de toute façon a toujours besoin, hein, de façonner l'opinion publique. Alors ça, c'est le rôle des médias. Les médias sont là pour, en réalité, plus fabriquer, hein, l'opinion publique que pour la refléter. Oui, ça tient plus de la propagande sur un certain nombre de sujets que de la simple que le simple apprentissage de l'explication d'un problème que rencontre une nation. Effectivement. C'était pas un miroir du réel, hein, ou c'est un miroir déformant au minimum, et donc qui a une place centrale dans l'ingénierie sociale, dont vous passez à parler précédemment. Oui. Et donc c'est toute les recherches sur l'opinion publique, hein, qui commencent au début du XXe siècle. Enfin, même avant, en fait, les révolutionnaires connaissaient pas, enfin, les révolutionnaires de 1789 connaissaient parfaitement le rôle des gazettes, hein, sur le façonnage, hein, de l'opinion publique. Donc tout ça, c'est connu. Après, donc il y a eu des recherches quantifiées, hein, avec les études de Walter Lippmann, par exemple, hein, sur l'opinion publique dès les années 1920, Édouard Bernays, Lazarsfeld, tous ces gens-là. Donc dans les années 1920-1930 apparaît justement ce nouveau champ d'études, hein, qu'on appelle les sciences infocom, les sciences de l'information et de la communication, qui sont en fait qui commencent avec l'étude de l'impact des médias sur l'opinion publique. Oui, puis les sondages. Voilà, les instituts de sondage. Ouais. Donc, mais donc ça veut dire que dans votre raisonnement, il y a un champ qui peut être réservé au référendum, et c'est peut-être sur celui-là qu'il faut réfléchir, étant entendu que la démocratie représentative a une place. Oui, bien sûr, oui. Non, mais en fait, dans l'absolu, moi, je suis pour le référendum d'initiative populaire ou d'initiative citoyenne le plus possible. Hein, c'est évident. Enfin, consultez-nous. Voilà, c'est parce que malgré tout, en fait, même, je dirais de manière tendancielle, ça réintroduit de la souveraineté, de toute façon. Même si c'est jamais parfait, même si de toute façon on a besoin de déléguer aussi à des experts, à des technocrates qui connaissent mieux certaines disciplines, qui connaissent mieux l'économie que nous, par exemple, ou je sais pas quoi, enfin qui connaissent mieux les contraintes, en fait. Oui, voilà. Et puis parce que c'est vrai que ça repose beaucoup sur le droit, en fait, hein, l'exercice du pouvoir. Quand on n'a pas fait de droit, on peut effectivement se reposer sur des gens qui connaissent mieux le sujet. Mais bon, au-delà de ça, effectivement, de toute façon, dans l'idéal, on est toujours animé, hein, par cette espèce de ce besoin, en fait, hein, de maîtriser notre existence. Et donc il est toujours souhaitable, hein, de réinjecter un maximum de démocratie directe, de toute façon, à toutes les échelles, hein, de la vie en société. Ça fera jamais de mal, hein, ça peut pas faire de mal. Donc voilà, même si ça sert à rien,
même si le résultat de tel ou tel référendum, c'est en fait un pied dans l'eau, pardonnez-moi l'expression, mais c'est une expression qui... Enfin, c'est qu'on n'entend rien, quoi. Ça fait pas de mal de toute façon. Enfin, même si ça n'a servi à rien, ça n'a pas été contre-productif. Et d'autant plus que généralement c'est accompagné d'un débat assez poussé finalement, qui permet à tous ceux qui ont envie d'exprimer leur souveraineté de pouvoir le faire d'une façon très rationnelle. En fait. Voilà. Et puis ça réarme l'esprit politiquement. Je me souviens de toute la période là, de 2005 là, autour du référendum sur la Constitution, sur le projet de Constitution européenne. Moi, il y a eu un débat pendant 6 mois. Et tout le monde ne parlait que de ça. C'était très stimulant. Alors évidemment, le résultat n'a pas été respecté, donc il faudrait effectivement des garde-fous, ou du moins des mandats, comment on appelle ça ? Impératifs, voilà, c'est ça. Voilà. Quelque chose un dispositif juridique, c'est Valérie Bugeaud qui développe ça, un dispositif juridique qui obligerait le représentant justement du peuple à obéir au peuple avec un phénomène, un mécanisme là de mandat impératif. Voilà, c'est effectivement tout ça en fait. On est aujourd'hui dans des sociétés complexes, des sociétés de masse. C'est de la dentelle, et avec des rouages mécaniques en quelque sorte, avec une mécanique juridico-politico-sociologique extrêmement complexe. Il ne faut jamais oublier ça, pour ne pas tomber dans les simplifications, et puis les braillements dans la rue, quoi. qui en fait sont... Ou les braillements pire encore que les braillements dans la rue, les braillements sur Telegram. Parce que ça aussi, c'est en développement exponentiel en fait. Où les c'est les exutoires, ça. Voilà, et alors là on est vraiment dans le néant complet, parce que à la limite les braillements dans la rue, c'est toujours sympa, quoi. Enfin, je veux dire, ça permet de faire des manifs où on va rencontrer des amis. Il y a toujours un peu ce côté un peu populaire, un peu populiste. Mais alors les braillements sur les réseaux sociaux, alors là on est dans le néant complet en fait. Là c'est vraiment les espaces infinis angoissants à la Pascal, quoi. Enfin, je veux dire, le message part dans le néant, quoi, en fait. Donc ça c'est le piège, c'est de finalement par en quelque sorte par spontanéisme. Vous connaissez là, c'était les Mao Spontex qui disaient on va développer une politique spontanéiste, c'est-à-dire qu'on va descendre dans la rue, on va tirer sur la foule et ça va provoquer une révolution. Le spontanéisme est toujours mauvais. Et en fait, il y a une tendance chez les gens qui soutiennent la démocratie directe à tomber dans le spontanéisme, et puis une espèce en fait d'immaturité où on veut tout de suite, parce que c'est le risque en fait, vraiment. C'est-à-dire, le vivre dans le moment. Et sans prendre en compte le passé, quoi. C'est ça, voilà, et en étant incapable d'assumer psychologiquement et cognitivement tous les intermédiaires qui s'imposent à nous dans les sociétés complexes. Et pour ça, il y a un impact, on pourrait dire, psychologique, régressif aussi de cette notion de démocratie directe que je vois chez certaines personnes qui en fait se gargarisent avec ce concept et qui en font, qui éructent sur les réseaux sociaux avec cette notion. Ils ont l'impression de faire quelque chose. Parce qu'en fait, c'est un peu, ils sont prisonniers eux-mêmes de toute façon du fonctionnement du cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le cycle de la récompense, le terme technique. C'est-à-dire que, en fait, quand vous postez un message sur les réseaux sociaux, vous voyez déjà votre propre message. Donc il y a un bénéfice narcissique, ça fait du bien de se voir soi-même, de voir soi-même ce qu'on a écrit soi-même. Et puis après, si vous avez quelques suiveurs, vous aurez des lecteurs très rapidement. Et donc il y a une satisfaction narcissique, mais assez régressive, et qui peut devenir un vrai piège. Oui, à partir d'un certain nombre, vous devenez ce qu'on appelle un influenceur, d'après ce que j'ai vu. Oui, voilà. Alors, il est un peu pitoyable, quoi. Et surtout, en fait, il y a la qualité est inversement proportionnelle à la quantité. Ce qu'on voit, c'est que les influenceurs sur Instagram ou TikTok qui ont le plus de suiveurs, en général, véhiculent les contenus les plus pauvres.
c'est un peu inversement proportionnel. Hein. Alors bon, sauf exception, évidemment, Elon Musk est un influenceur, sur son propre réseau d'ailleurs, là pour le coup c'est du contenu intéressant. Mais quand je dis du contenu intéressant, malgré tout ça reste 290 caractères. Enfin, bon, c'est voilà, je veux dire, bon, c'est insignifiant fondamentalement par rapport en fait aux grandes œuvres de la civilisation, hein, les grands textes de Platon ou de Descartes. Bon, voilà, je veux dire, un tweet c'est rien, c'est même. Alors après, bon, il y a évidemment, je dirais c'est un gazouillement, quoi. Oui, voilà, oui. Après, il y a toutes les formes courtes. Faut avouer. Bon, je veux dire, enfin, c'est-à-dire en gros, il y a eu aussi une noblesse littéraire de la forme courte. C'est-à-dire la maxime, le proverbe, le dicton, les aphorismes. Bon, là, il y a un génie aussi de la forme courte. Le slogan. Dans le slogan, voilà, oui. Donc, mais bon, enfin là, on dérive un petit peu. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que cette question de la démocratie directe, pour moi, elle est prise dans un champ de réflexion plus global qui articule la spontanéité, enfin je veux dire l'authenticité, voilà, et tous les mécanismes que certains refusent, tous les mécanismes, on pourrait dire, de maturation, qui eux vont vers la délégation et la complexité. Vous voyez, enfin, je veux dire, en fait, bon, c'est un équilibre. Il y a, voilà, c'est-à-dire que bon, c'est un peu la différence entre le privé et le public, enfin la vie privée et l'expression en public. En famille, par exemple, ou avec les amis proches, on peut se permettre une certaine spontanéité. Voilà, parce que, en gros, on pense tous pareil. Bon, pareil, les hommes préhistoriques, dans leur petite communauté de 300 personnes, ou, je sais pas, les Indiens d'Amazonie, bon, qui vivent dans des communautés d'environ 300 personnes, peuvent se permettre une certaine spontanéité, et donc, en fait, qui correspond à cette démocratie directe. Mais bon, ce n'est plus possible dans des sociétés complexes. Et alors, je parlais de la Rome antique, qui avait développé un arsenal juridique absolument colossal pour l'époque. Enfin, faut se représenter ce que c'était. Je veux dire, les Romains sont passés à la postérité essentiellement pour leurs juristes. Oui, le droit romain, de toute façon, inspire largement le nôtre. Tout à fait, voilà. Et c'est probablement la première civilisation en Occident à avoir. Enfin bon, il y avait les Mésopotamiens juste avant, mais un peu avant, qui avaient déjà conceptualisé le droit, qui avaient déjà déployé tout un domaine en fait juridique, mais ce que je veux dire, c'est que dans une société comme l'Empire romain, bon, on ne peut plus vivre en démocratie directe, c'est plus possible. Il y a nécessairement des textes de loi avec des spécialistes. Avec des médiations. Et des médiations, et ça c'était valable déjà il y a 2000 ans. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire qu'en fait à toutes les époques, on retrouve les mêmes problématiques. C'est un peu fractal, quoi. Et ce sont des questions, en fait, c'est Jean-Jacques Rousseau qui a appelé ça le bon sauvage. Cette nostalgie finalement d'un âge d'or, un peu utopique, où en fait on serait tous frères, où il n'y aurait pas de tension, où en fait les relations sociales seraient lisses. Et en fait, dans la notion de démocratie directe, il y a une petite dimension fantasmatique de type bon sauvage, mythe du bon sauvage et nostalgie de l'âge d'or édénique où il n'y avait pas de problème. Mais en dépit de cela, je maintiens qu'effectivement, il faut le plus de démocratie directe possible pour mitiger les effets justement de délégation et de corruption qui peuvent arriver très rapidement justement dans les sociétés de masse où on n'a pas le choix, où là on est obligé de mandater des représentants. Donc c'est des questions de dosage en fait. Donc la démocratie directe, c'est Alain de Benoît qui a écrit un livre, L'identité sans fantasme. Là, je dis la même chose, la démocratie directe sans fantasme. C'est un outil qui doit permettre de mitiger les risques de corruption qui arrivent avec la démocratie représentative. Mais dans nos sociétés de masse, la démocratie représentative n'a pas d'alternative réelle. Vous voyez ce que je veux dire ? On est obligé de passer par là, quoi. On peut pas se contenter
de démocratie directe. Hein. Il faut les deux. Et c'est même pas une question de choix. C'est que on est obligé d'avoir de la représentation. Mais dans l'idéal, il faut que cette représentation, donc cette délégation, soit mitigée le plus possible par. Le corps social, il a besoin de valider à un moment donné toutes les délégations par quelque chose qui s'apparente au référendum. D'ailleurs, qu'on compare souvent à un plébiscite. Oui, effectivement. Écoutez, je crois qu'on a fait pas mal le tour de cette question, mais il y en a... En dehors du référendum, est-ce que vous voyez d'autres changements structurels dans nos institutions, notre système politique, qui permettraient justement de rééquilibrer pour sortir de ce système oligarchique vers plus de démocratie directe? Bon, il y a le RIC, mais c'est un référendum, enfin ça porte un autre nom, mais en fait c'est ça en fait. D'ailleurs, RIC, c'est quoi? C'est référendum, non? C'est ça? Oui, bon, enfin, référendum d'initiative citoyenne populaire. Donc c'est dans le nom, enfin directement. En fait, c'est-à-dire c'est que le peuple à un moment donné vote pour pouvoir obtenir un référendum qu'il n'a pas des pouvoirs publics. En général, la Ve République, l'équilibre de la Ve République, c'est précisément un peu ce qu'on a discuté. C'est un vote de délégation majoritaire, mais on fait appel à l'opinion, au peuple, pour savoir si la route est bonne et si ce qu'on peut envisager, il partage. Et c'est ce qui fait que ça donne un équilibre dans tout. Mais compte tenu qu'on a des gouvernants qui de moins en moins utilisent ce système parce qu'ils savent les risques que ça comporte, on l'a vu en 2005, qu'ils en ont peur d'une façon générale. L'avantage aussi, c'est le caractère menace que peut constituer le peuple lui-même qui demande un référendum. Mais alors oui, il y a quelque chose qui est assez analogue au référendum et à la démocratie directe, c'est ce qu'on appelle les circuits courts. C'est-à-dire en fait les AMAP, c'est-à-dire tous les circuits courts entre le producteur et le consommateur. Alors là, les AMAP, ça concerne les fruits et légumes, enfin en tout cas ça concerne l'alimentation en général. Enfin, oui, c'est pas que les fruits et les légumes, ça peut, je crois, mais donc l'idée, là, bon, enfin, c'est Hervé Juvin là, qui parle de ça beaucoup, là, le localisme. En fait, je dis Hervé Juvin, mais en fait, bon, c'est assez développé aussi à gauche. C'est quelque chose qui a un certain succès dans les milieux écologistes. Et puis, bon, l'écologie n'est ni de droite ni de gauche. Bon, ça s'apparente aussi à une reconquête de sa souveraineté. Ça permet effectivement de ne pas passer par les intermédiaires de Rungis, de l'alimentation industrielle, et d'être en contact direct avec le producteur. Et puis là, en l'occurrence, c'est un analogue dans le champ économique de la démocratie directe dans le champ politique. L'idée, c'est ça, c'est de réduire les distances. C'était un film. Oui, voilà. Donc c'est en finir avec cette mondialisation et en finir avec l'Europe. Aussi, oui. Enfin, c'est-à-dire que je crois que c'était un film de Colin Serrault qui était intitulé Problèmes globaux, solutions locales, ou quelque chose comme ça. En fait, oui. Enfin, c'est-à-dire que le problème de la mondialisation ou de la globalisation, c'est en fait simultanément la réduction des distances, mais la multiplication des intermédiaires. Les pro-mondialistes ne voient que l'aspect pratique, c'est la réduction des distances, mais bon, ensuite, après, il y a tout un tas d'intermédiaires qui s'interposent en réalité entre le producteur et le consommateur, et puis après, bon, il y a tous les phénomènes de planification. Alors là, bon, enfin, avec l'organisation, où chaque pays, c'est l'Organisation mondiale du commerce qui théorise ça de temps en temps et qui essaie de l'implémenter, où en fait les pays deviendraient monoproduits, comment ça s'appelle? J'ai un trou de mémoire là, mais bon, disons que chaque pays, par exemple... c'est le système des avantages comparatifs. On prend le pays qui produit dans les meilleures conditions au meilleur prix, c'est celui qui reste le distributeur au plan mondial des produits, quoi.
Voilà, oui. Et puis en fait, donc, chaque pays ne produirait qu'un seul produit. Celui dans lequel il est le meilleur. Et voilà, par exemple. En fait, sans tenir compte de certaines réalités et de manière très idéologique. C'est un peu ce serait une sorte d'expérience un peu soviétique étendue au monde entier, avec un contrôle très strict de la production et un encadrement, idéologique. Donc, bon, voilà, ce sont un peu tous les problèmes qui peuvent se poser avec une centralisation excessive, justement, puisque en fait, le rêve des grandes ONG là, de Genève, que ce soit l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ou OMC, l'Organisation mondiale du commerce, c'est de tout centraliser à Genève et d'organiser la production mondiale depuis l'OMC ou la santé mondiale depuis l'OMS. Donc ça c'est évidemment sans demander leur avis aux locaux, aux résidents, aux populations locales. Je me souviens en 2020, l'OMS et Ursula von der Leyen critiquaient beaucoup le nationalisme sanitaire. Et il fallait en finir avec le nationalisme en général, et en particulier sanitaire. Donc on voit bien en fait qu'il y a une tentative effectivement de prendre le contrôle de manière centralisée et au niveau +1 de processus qui en fait marchent très bien quand ils sont justement de type localiste. Avec effectivement des boucles de rétroaction, des boucles d'information que l'on peut vérifier rapidement, parce que le problème des grosses administrations centralisées au niveau mondial, c'est aussi la lenteur du retour sur expérience. Et avec toute la technocratie qui vient en fait filtrer l'information et la déformer. Est-ce que pour vous, là, justement, l'intelligence artificielle ne va pas réduire ces délais justement de technocratie ? Non, parce que ça peut les réduire en apparence, mais il y a des gros risques avec la déformation de l'information, la déformation du signal que l'informatique ne règle pas. Ce que je veux dire, c'est que l'informatique, quand vous mettez des intelligences artificielles en réseau, en fait, au bout de plusieurs cycles de circulation de l'information, en fait, le signal du début est totalement déformé, parce que la copie du message n'est jamais parfaite. C'est-à-dire que quand on fait des photocopies nous-mêmes, on voit bien qu'il y a une dégradation de la qualité de l'image originale, et bien c'est la même chose en informatique. Il y a un jeu aussi, comme ça, on passe un mot et qui va se transformer. Voilà, et puis c'est le principe du téléphone arabe, oui, c'est ça. Donc la déformation de l'information après plusieurs copies. Et en fait, donc c'est pour ça que pour corriger la déformation du signal sur le long terme, il faut des opérateurs humains pour corriger et pour rétablir de la négantropie informationnelle. Donc ce que ça veut dire, c'est que en fait, les machines ne peuvent pas se passer des humains pour fonctionner de façon optimale. C'est-à-dire que si on laisse des machines entre elles, au bout de plusieurs cycles de communication, en fait, elles dysfonctionnent obligatoirement, à cause justement de ce phénomène de dégradation de l'information, qui s'appelle la mort, en fait, ni plus ni moins, et qui s'applique en fait à tout ce qui possède une information, c'est-à-dire tout, en réalité. C'est en ce sens que l'intelligence artificielle peut être un outil pour accélérer les communications entre humains, mais sur le court terme ou le moyen terme, parce que sur le long terme, de toute façon, l'information se dégrade et il faut réinjecter de l'humain pour corriger les erreurs des machines. Donc en réalité, en fait, on n'a pas avancé. Ce que je veux dire, c'est que il y a un gain, on pourrait dire, de productivité sur le court terme, sur le moyen terme. Et alors là, par contre, effectivement, du point de vue de la concurrence universelle, on est obligé de passer par là.
pour justement en fait ne pas se laisser déborder par la concurrence. Donc c'est en ce sens que l'intelligence artificielle est un point de passage obligé aujourd'hui, mais que ça ne réglera aucun problème. C'est pas que ça réglera aucun problème, c'est que ça ne permettra pas de prendre l'avantage, enfin, comment dire ça, de régler certains problèmes, dans la mesure où de toute façon l'humain doit être réinjecté pour corriger les erreurs des machines. Donc c'est en ce sens que ça répond pas vraiment, enfin ça ne permet pas d'optimiser en fait le travail humain. Enfin si, sur le court terme, mais pas sur le long terme. Ça va réduire quand même le monde du travail, les gens il y a moins des tâches plus difficiles sont faites par des machines. Ça changera la donne au niveau sociétal. Il y a peut-être certaines tâches, mais on va rapidement se rendre compte que le facteur humain est incontournable. Parce que, je sais pas comment dire ça, mais c'est-à-dire que, même à court terme, en réalité, on voit bien qu'il y a, que tous les processus informatisés, automatisés, par exemple, pour acheter un billet de train, il y a régulièrement des bugs informatiques. Donc il y a déjà ces petits problèmes-là en fait qui se posent. C'est-à-dire que bon, il est plus dit. Enfin, comment dire ça? Et alors, le vrai problème, c'est qu'en cas de bug informatique, on n'arrive pas à avoir quelqu'un au bout du téléphone, enfin au bout du fil, pour corriger l'erreur de la machine. Enfin, vous voyez. Donc en fait, il y a une accumulation, il y a un risque en fait d'accumulation de petites imperfections. Et ce qui s'appelle l'entropie, je me répète, mais bon, et en fait cette copie imparfaite de l'information sur le fil du temps, au fil du temps, aboutit en fait à une, en fait on perd ce que l'on gagne. À la fin on va se rendre compte de ça. Peut-être pas dans 10 ans, peut-être pas dans 20 ans, mais dans 50 ans, on va se rendre compte, quand on aura fait le bilan de l'intelligence artificielle, c'est qu'en réalité on est resté sur place. Alors, donc toute la société aura évolué, évidemment, mais fondamentalement, sur la question, on pourrait dire, de l'optimisation des processus de communication, en fait, on aura perdu autant qu'on aura gagné. C'est bon, de la même manière que, par exemple, aujourd'hui, tout le monde utilise des calculatrices. Et on ne fait plus le calcul à la main. Bon, donc ça permet effectivement de gagner du temps, mais au total, en fait, ça c'est l'équilibre bénéfice-risque, en fait, c'est comme sur les questions de santé, c'est-à-dire qu'en fait on perd autant qu'on gagne. Au sens où on gagne du temps, mais on perd en capacité intellectuelle de calcul mental ou de calcul à la main. À l'école, on a appris à faire les opérations, les additions, les multiplications, les soustractions, les divisions. Aujourd'hui, je suis incapable, je confesse, j'avoue, je suis incapable de faire une division à la main. Vous savez, en fait, avec la barre et puis le trait. J'ai oublié, je sais plus. Non mais c'est triste à mourir en fait quand j'y pense. Et donc déjà l'opération elle-même, je sais plus la faire. Alors les additions, les soustractions, je sais encore les faire. Les multiplications aussi. Mais la division, j'ai oublié carrément. Donc on perd en fait des capacités intellectuelles parce qu'elles sont déléguées. Là aussi c'est le phénomène de délégation. C'est une problématique universelle. C'est-à-dire que cette question de la démocratie directe peut être transposée dans le champ des capacités intellectuelles, des capacités de calcul mental par exemple, et en fait on retrouve un petit peu les mêmes problématiques. Ce que l'on délègue à la machine, on le perd en termes de capacité individuelle. De la même manière, ce que l'on délègue à un représentant au Parlement, on le perd un peu effectivement aussi en capacité d'auto-organisation. Oui, on a transmis la responsabilité ou la solution à un tiers, oui. Ouais. Donc, mais on ne peut pas y échapper, puisque, ma théorie, c'est que, en fait, c'est le complexe militaro-industriel qui est le véritable moteur de l'histoire. C'est la fabrication des armes, en fait, avec évidemment toute l'industrie technoscientifique autour. Mais ce ne sont pas les sciences
qui écrivent l'histoire, c'est pas les religions, ça c'est certain. C'est la technoscience qui écrit l'histoire, mais la technoscience avec une idée derrière la tête, c'est-à-dire fabriquer des armes. Parce que, je veux dire, l'humain, je dirais, des origines, se retrouve plongé dans un environnement hostile. Il y a les bêtes sauvages, et puis il y a les autres humains qui peuvent éventuellement venir chez moi, zigouiller tous les mâles, prendre les femmes et les enfants. Donc voilà, donc les nécessités, les besoins de la survie en contexte, en environnement hostile, nous ont obligés donc à développer un complexe militaire ou industriel. Alors celui des hommes préhistoriques était très très limité, ça consistait à fabriquer des lances, des flèches, des arcs et des flèches, mais bon, et au fil du temps, là, je sais pas quoi, le Pentagone, etc., ou comment dire ça, toute la recherche sur les armes, sur les missiles hypersoniques des Russes, ce n'est qu'une inflation en quelque sorte en fait des arcs et des flèches. Enfin bon, j'enfonce une porte ouverte quand je dis ça, tout le monde le sait. Mais c'est ça le véritable moteur de l'histoire, enfin selon moi. De ce point de vue-là, comment dire, tout est à la remorque en quelque sorte de ces exigences-là, et tous les phénomènes technoscientifiques dépendent de ça, et on ne peut pas y échapper, parce que nous ne serons jamais dans un monde entièrement pacifique ou pacifié, et c'est en ce sens que où est-ce que je vais en venir en parlant de ça, en faisant cette digression, c'est que effectivement on n'échappe pas donc à la technoscience pour ces raisons-là justement de concurrence universelle, et qu'à partir de là donc il faut être conscient du fait que tout ce que nous allons gagner avec les outils technoscientifiques, nous pouvons les perdre en termes de capacité individuelle, enfin de capacité, on pourrait dire pré-scientifique, c'est-à-dire enfin de capacité intellectuelle ou même physique. C'est-à-dire que si je fabrique par exemple une prothèse, par exemple un outil prothétique, une prothèse qui me permet de courir plus vite, eh bien, par exemple, je sais pas, qui me permet d'avancer plus vite, par exemple la voiture. En fait, je perds en capacité physique ce que j'ai gagné avec le véhicule. C'est pour ça que on peut devenir obèse et en très mauvaise santé et mourir à 50 ans parce que en fait on sort jamais de l'environnement technoscientifique qui nous permet pourtant de nous déplacer à 300 km en voiture. Donc on se dit, mais un homme préhistorique, vous lui dites, voilà, j'ai fait 300 km hier, il va dire, oh, vous êtes un athlète. Non, en fait, j'ai utilisé un outil, une prothèse, un véhicule qui m'a permis de me déplacer à 300 km sans bouger mon cul. C'est-à-dire sans dépenser, en dépensant un petit peu, évidemment, de calories pour conduire, mais voilà, donc il y a... C'est les vases communicants, en fait. Ce que l'on gagne dans un certain domaine, on le perd dans l'autre. Mais du fait qu'on gagne plus grâce aux outils et grâce à la technoscience, eh bien, c'est un phénomène aspirant, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas échapper au progrès, comme on dit, c'est-à-dire à la technoscience, on ne peut pas y échapper parce que, en fait, à court terme, on gagne plus que ce que l'on perd. C'est-à-dire mais c'est-à-dire la perte, elle peut être individuelle et le collectif, il gagne. Oui, voilà, oui. Et c'est-à-dire que, effectivement, aucun humain n'est probablement capable de faire 300 km à pied, ou en courant dans une journée. Donc, par contre, on peut le faire en voiture, et tout en étant en mauvaise santé. Donc, c'est en ce sens qu'en fait, ce que l'on gagne à court terme, à l'échelle individuelle, en fait, est tellement attractif et un tel bénéfice qu'on ne peut pas y renoncer. C'est trop, il y a trop d'avantages. Mais il faut voir sur le long terme, effectivement, et en fait, toutes ces questions-là, toutes ces questions qui articulent, qui font la dialectique là, entre la proximité et la distance,
en fait, on peut les retrouver dans tous les domaines de l'existence, et notamment sur les questions électorales. C'est la même question, en fait. Ce que je perds avec la démocratie représentative, je perds et je gagne en même temps. Et la démocratie directe, effectivement, c'est plus satisfaisant, quelque part, c'est plus jouissif d'une certaine façon. C'est parce qu'en fait, on est maître de son existence, mais si on se contente de ça, on oublie que, effectivement, dans nos sociétés, il y a des phénomènes qui passent largement au-dessus de notre tête, et qui, eux, dépendent de la démocratie, de phénomènes de délégation. Je pense que... On va quand même aborder la troisième question. Est-ce que vous avez un sujet sur lequel vous souhaiteriez dire quelque chose aux gens qui nous écoutent? Je sais pas, j'ai un peu l'impression d'avoir un peu épuisé le sujet. Je pense qu'on a abordé très profondément la question du référendum pris dans l'ensemble de l'action des hommes, collectivement ou seul. Et c'est un éclairage quand même différent des autres éclairages qu'on a de la part des participants à nos grands entretiens. En fait, on est toujours pris dans cette tension dialectique, dans cette contradiction entre proximité et distance. Et ça s'applique dans tous les domaines de l'existence. Et effectivement, le sentiment d'une existence pleine, en fait, ça peut être un piège. Le sentiment, c'est-à-dire en gros la démocratie directe, toute la fantasmatique qui s'attache à la notion de démocratie directe peut être un piège. Il ne faut pas... je vois tellement de gens comme ça, c'est surtout depuis les Gilets jaunes, mais même encore avant. En réalité, toutes les utopies du retour, un peu des années 60-70, là, on va retourner la campagne pour fuir le capitalisme et la ville, ça reposait là-dessus, sur le bon sauvage, dame nature, etc. Et la corruption intrinsèque à la ville. Ben oui, mais c'est la vie. C'est comme ça. C'est-à-dire que la corruption arrive à partir d'un certain seuil démographique et c'est normal. Et comme en fait nous ne sommes pas... Condamnable mais normal. Oui, voilà, oui. Et parce que dans la mesure où en fait, alors si on n'était pas fait pour vivre dans des sociétés complexes, eh bien notre génétique nous l'interdirait. Par exemple, nous ne sommes pas faits pour voler dans le ciel. De fait, notre génétique ne nous permet pas de prendre notre envol comme des oiseaux et ensuite de traverser des espaces aériens. Notre nature ne nous permet pas ça. Notre génétique ne nous permet pas non plus de vivre sous l'eau, comme les poissons. Voilà. Donc, en revanche, notre génétique nous permet de vivre dans des agglomérations de 10, 15, 20 millions d'habitants et dans des sociétés de 65 millions d'habitants comme la France, ou de 300 millions d'habitants comme les États-Unis, ou de 1,5 milliard d'habitants comme la Chine et l'Inde. De fait, notre génétique nous l'autorise, nous le permet, puisque ça se fait. Donc c'est possible. Donc il faut cogiter là-dessus, parce que ça donne, c'est une vraie leçon. Ça veut dire que c'est du domaine du possible pour l'humain, et donc à partir de là, il faut respecter aussi cette contrainte de la société de masse. Parce que tout simplement, c'est la condition de vivre ensemble. Nous pouvons le faire. Alors après, évidemment, il y a tout un tas de pathologies sociales qui arrivent dans les grandes villes, qui n'existent pas à la campagne, ça on est d'accord. Mais malgré tout, je veux dire, en fait, c'est possible de le faire, et on le fait. Donc, ça veut dire que ce n'est pas contre nature. Et donc que vivre dans des agglomérations ou dans des sociétés de masse, ce n'est pas contre nature, puisque nous pouvons le faire. Alors il y a, comme je dis, il y a un impact sur la santé mentale, sur le bien-être, il peut y avoir un impact sur la natalité aussi, sur la démographie, mais malgré tout c'est faisable. À partir de là, donc il faut réfléchir à cette question de la distance du pouvoir, puisque nous pouvons
évoluer jusqu'à cette forme de vie en société. Ça veut dire que c'est du domaine du possible du point de vue de la condition humaine. Et que donc, même s'il y a de la corruption, en fait, ce n'est pas contre nature. Ce qu'il faut éviter, c'est ce qui est contre nature. C'est-à-dire ce qui, en fait, aboutit à la stérilisation de l'espèce humaine. Par exemple, le transhumanisme ou le LGBT. Oui, le wokisme. Ça, effectivement, ça, c'est parfaitement contre nature, puisque l'espèce humaine n'y survivra pas. En revanche, on peut continuer à faire des enfants dans des agglomérations de 10 millions d'habitants. Après, ça s'organise, hein, évidemment. Et donc, les mécanismes de délégation du pouvoir et donc de corruption possible, en fait, ne sont pas contre nature. Et donc, il n'y a pas à les rejeter en quelque sorte, sous le coup de l'émotion. C'est ce que je veux dire, en fait. Il faut assumer les phénomènes de délégation et de corruption potentielle de l'exercice du pouvoir. Comme comme des adultes. Oui, en fait, l'homme est un être social, il faut qu'il assume sa socialité. C'est ça, Et sans pleurnicher et sans dire ah oui mais non, moi j'en peux plus de tout ça, et puis fantasmer sur les petites communautés à la campagne, c'est très sympathique. Et puis bon, il y a des gens qui en fait ne sont pas faits pour vivre en ville. Fondamentalement, ils viennent fou. Pas pour des raisons fondamentales, pour des raisons psychologiques à un moment donné. Oui. Voilà, je respecte. Je connais des gens en fait qui étaient sur Paris ou à Lyon ou je ne sais où, qui sont partis vraiment, s'exiler en quelque sorte. Même à l'étranger, en Amérique latine, en Indonésie, les gens vont chercher autre chose ailleurs. Il y a ça, oui, évidemment, oui. Mais donc ça je respecte tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le fait d'idéologiser, en fait, en quelque sorte, le retour à la nature, comme si c'était intrinsèquement meilleur que de vivre en ville. Et non, en fait, je veux dire... Parce que ça semble un environnement plus naturel à l'être humain. La ville est une construction humaine, alors que la nature ne l'est pas. C'est pour ça que les gens prônent ce retour à la nature. Bien sûr, mais il y a cette phrase là d'un intellectuel de la Nouvelle Droite, j'ai oublié son nom, nous sommes des êtres culturels par nature. C'est Giorgio Locchi, je crois, ou je ne sais plus, quelqu'un comme ça, en fait. Voilà, donc donc, en fait, et la culture, c'est ce qu'on appelle la culture, au sens général du terme, ce sont tous ces phénomènes de délégation et de création d'intermédiaires entre l'individu et lui-même, en fait. C'est ça la culture, c'est rien d'autre que ça. C'est en fait une scission, c'est en quelque sorte, c'est une fissure dans l'unité naturelle fantasmatique, qui en fait n'a jamais existé. Parce que bon, même un petit groupe d'Indiens d'Amazonie de 300 personnes, de toute façon, eux-mêmes vont connaître des mécanismes de rivalité, de jalousie, etc., etc. Donc il y a toujours des problèmes. Enfin voilà, il y a toujours comment dire ça, il y a des hommes, il y a de l'hommerie, quoi. Oui, voilà. Oui. Et puis moi c'est ce que j'ai souvent perçu dans la réclamation de la démocratie directe. C'est cette dimension fantasmatique. La démocratie directe ne se limite pas à ça, évidemment. Mais bon, là, j'en parle en long, en large, depuis une heure. Parce que bon, c'est ce que j'ai vu. Et quand je disais à ses amis, oui, mais la démocratie directe n'est pas forcément possible dans les sociétés de masse, ils disaient oui, mais la société. Et ils me répondaient, la société de masse est une monstruosité. Non, ce n'est pas une monstruosité, ce n'est pas contre nature, nous pouvons assumer ça, et depuis des siècles. Oui, c'est réel ça, oui. Il y a des corrections à apporter. On est bien d'accord que le modèle actuel n'est pas optimal pour l'homme, qui ne permet pas de vivre correctement, sans l'esprit, puisqu'on voit très bien qu'il y a beaucoup de problèmes psychologiques. Donc il y a beaucoup d'améliorations à apporter à cette société. Oui, bien sûr. Oui. Et puis, en prenant modèle, justement, sur les petites communautés naturelles, sur les sociétés traditionnelles, la société avant l'État, par exemple, pour reprendre un titre là, de Pierre Clastre, qui est justement l'un de ces théoriciens, qui est un peu du bon sauvage. Bon, je caricature. Oui, ce qu'on appelle la commune primitive, quoi. Voilà.
Il y a comment dire, quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui est un ami, Francis Cousin, qui parle beaucoup de ça en fait, de revenir justement en fait à l'être originel, à la condition humaine originelle, c'est-à-dire les chasseurs-cueilleurs. Bon, le problème c'est que à l'ère de la bombe atomique, je veux dire, voilà, les chasseurs-cueilleurs n'ont aucune souveraineté. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire qu'ils sont dans la... vous voyez, j'aurais peut-être dû commencer par ça, en fait, d'ailleurs, justement. C'est-à-dire qu'ils sont dans la démocratie directe, les chasseurs-cueilleurs. Hein. Mais le problème, c'est qu'ils sont encerclés par la civilisation technologique, hein, et donc, en réalité, ils sont sur un siège éjectable. C'est-à-dire qu'ils, s'ils sont tolérés dans leur univers naturel, hein, l'exemple du Brésil est très parlant. En fait, il y a effectivement, je crois, à peu près 100 000 Indiens qui vivent dans leur environnement naturel au fin fond de l'Amazonie. En réalité, si le gouvernement central à Brasilia décide de les exterminer ou tout simplement de les encercler et les mettre dans une réserve, il le fait en 2 semaines, c'est réglé. Et donc on voit bien que ces Indiens d'Amazonie qui sont dans la démocratie directe sont en réalité totalement soumis en fait au bon vouloir de la société technologique développée entre Brasilia et Sao Paulo, quoi. Enfin, ils sont tolérés et ils sont je cherchais un terme. En fait, ils sont tolérés et ils sont tolérés, ils peuvent le faire, mais ils n'auraient pas l'opportunité de s'exprimer sur le sujet. En plus. Parce qu'on ne leur demanderait pas leur avis. Non, mais en plus. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les moyens techniques de répondre à une agression de la technique. Parce qu'ils n'ont que des arcs et des flèches. Alors qu'en face, il y a des carabines et puis des bulldozers. Et donc voilà, c'est comme ça que les Amérindiens, que les Indiens d'Amérique du Nord ont été presque entièrement exterminés, parce que tout simplement le niveau de technologie des Blancs qui arrivaient en Amérique du Nord et du Sud était largement supérieur à celui des Indiens, des peuples autochtones. Et donc assez rapidement les Indiens se sont dotés de carabines et de fusils, parce qu'ils ont bien compris qu'ils ne feraient pas le long feu s'ils ne copiaient pas en fait les systèmes d'armement de l'envahisseur. Et ils ont réussi à se faire entendre un peu à partir du moment où ils pouvaient répondre avec des fusils aux fusils des Européens qui les envahissaient. Mais c'est pas avec des arcs et des flèches qu'on répond à des fusils ni à la bombe atomique. C'est cette tension là en fait que je voudrais mettre en évidence entre une démocratie directe fantasmatique qui en fait nous fragilise en réalité, qui en fait ne permet pas de soutenir le rapport de force avec une société plus développée technologiquement, peut-être plus corrompue, et qui ne respecte pas la démocratie directe, qui en tout cas est obligée de mettre en place des protocoles de délégation du pouvoir, avec tous les risques que ça suppose. Mais dans le rapport de force, en réalité, à la fin, c'est cette société de masse hautement développée, technologiquement, hautement corrompue peut-être, qui va l'emporter. De fait, il y a 100 000 Indiens, 100 000 autochtones au fond de l'Amazonie, il y a quelques îles par-ci par-là, où il y a encore des peuples qui vivent sans contact avec la société industrielle, mais ils sont tolérés en fait, ils sont simplement tolérés. Et parce que il y a encore un peu de sens commun, j'ai envie de dire à l'ONU, quoi, ou dans les sociétés, dans les sociétés industrielles, on n'est pas, je veux dire en fait qu'au Brésil ou ailleurs, on n'est pas, même le grand capital, en fait, ne cherche pas à tout saccager, quoi, et à implanter des McDonald's au fond de l'Amazonie. C'est pas très rentable. Oui. Je crois qu'on a fait le tour de la question. De votre point de vue, ça va quand même nourrir le débat qu'on a commencé à organiser avec tous les gens qu'on rencontre sur le sujet. On vous remercie de votre participation, qui a été très productive. Et puis,
On vous dit à bientôt. Ah oui, à bientôt, oui. Merci pour cette invitation. Merci à vous. Encore une fois.